Bonjour et bienvenue. Vous pouvez commencer, Nicolas. Bonjour. Alors, bienvenue à tout le monde. Voilà, donc pour cette conférence, donc pour le salon régional d'emploi public, de la région Grand Est, donc on a prévu à peu près 45 minutes pour parler de la fonction publique, de comment on y rentre, pourquoi on l'a choisi et les dispositifs pour, comment intégrer, la fonction publique. Et puis évidemment, on parlera beaucoup de la marque, de la nouvelle marque, donc choisir le service public qui est encore assez récente avec, son offre de services numériques pour, les agents ou les candidats, puisqu'on a 2 types de publics, hein, des candidats, plutôt extérieurs à la fonction publique et puis d'autres aussi, des agents, plutôt en recherche de mobilité. Donc je vais, alors est-ce que voilà, vous voyez mon écran avancer, c'est bon? Oui, tout à fait, merci. Oui, alors, parfait. Donc un petit rappel quand même, voilà, assez rapide donc, voilà, pour présenter quand même succinctement la fonction publique, hein, avec ses 5,6 millions d'agents et qui travaillent donc dans la fonction publique, sous différents statuts, hein. Il y a des fonctionnaires, des contractuels, des apprentis. Enfin, il y a vraiment, énormément de diversité dans la fonction publique avec différents corps, pour les fonctionnaires. Différentes catégories, en fonction de leur niveau de responsabilité et puis il y a 3 grands versants dans la fonction publique, hein. Il y a la fonction publique de l'État, donc c'est les ministères, les services déconcentrés. Il y a la fonction publique territoriale avec ses collectivités et leurs groupements et la fonction publique hospitalière, donc pour le service de la santé. Heu, voilà, je vais peut-être passer un petit peu vite, mais voilà, dans la fonction publique d'État, donc vous allez essentiellement avoir des grandes administrations, hein, que sont les ministères, au niveau local, bah, évidemment, il y aura les préfectures, les rectorats, un certain nombre de directions régionales ou départementales, qui en général sont découpées par politique publique et bien sûr un très grand nombre, d'établissements publics qui en général ont une activité, thématique, sectorielle ou géographique bien spécifique. La fonction publique hospitalière, bien sûr, hein, donc là, ce sera essentiellement les hôpitaux, des maisons de retraite, des établissements d'aide sociale à l'enfance, des établissements en charge de l'inclusion, du handicap, ce genre de choses. Et enfin, bien sûr, la fonction publique territoriale, donc avec toutes ces différentes strates administratives, régions, départements, communes et un ensemble de groupements, dont notamment les intercommunalités, ou autres organismes de la fonction publique territoriale. Avec une représentation un petit peu différenciée pour chaque versant, hein, puisque les, on va dire que les proportions ne sont pas les mêmes. Il y a plus d'agents dans la fonction publique de l'État que dans la territoriale et enfin l'hospitalière. On voit que c'est assez marqué, hein, même s'il peut y avoir des évolutions un petit peu dans le temps, hein, en matière de recrutement. On voit que l'État, globalement, avec l'essentiel de ses agents en ministère, à la fois central à Paris et dans les services déconcentrés, c'est à peu près 80% de l'État et là, on est sur 45% de la fonction publique. On a la fonction publique territoriale, donc à 35% et l'hospitalière, les 20% restants. Donc, on voit qu'on a quand même 3 versants qui sont pas tout à fait équilibrés. Donc, je pense que quand on est nouveau, parce que là, je m'adresse plutôt aux candidats externes à la fonction publique, donc ceux qui ne la connaissent pas, euh, peut-être voilà, peut-être s'orienter sur le choix de la fonction publique quand on veut passer, par exemple, un concours ou quand on veut prendre un premier contrat dans l'administration. Faut savoir que dans ces versants, on n'a pas la même logique de fonctionnement et on ne fait pas forcément la même chose. Donc, effectivement, la territoriale, on voit bien que c'est une fonction publique de terrain avec un certain nombre d'organismes au niveau local et donc avec un certain nombre de principes de fonctionnement peut-être un petit peu différents de l'État où on est peut-être sur d'autres missions, on est peut-être moins sur le terrain, mais peut-être plus dans la mise en œuvre de politiques publiques, ce genre de choses. L'État, effectivement, donc il y a beaucoup de services centraux hein, dans les ministères, donc beaucoup à Paris, qui sont effectivement sur de la conception de politique publique, sur du pilotage à haut niveau
et puis il y a aussi des actions de l'État dans ce qu'on appelle les services déconcentrés, avec donc différentes structures, dont une part très importante, évidemment, c'est l'éducation nationale, hein, parce qu'il faut savoir que le premier employeur de France, enfin le plus gros employeur de France, c'est évidemment l'éducation nationale avec tous ses lycées, collèges, universités, enfin voilà, l'ensemble scolaire universitaire est le plus gros employeur. Donc, typiquement, c'est là où on va trouver le plus d'offres d'emploi sur choisir le service public notamment, mais également en matière de concours, hein. On pense à tous les concours d'enseignants qui sont très nombreux et très variés. Et donc, forcément, voilà, c'est le plus gros employeur. Donc, d'où l'intérêt d'en donner un petit mot. Et puis, enfin, un petit mot sur l'hospitalière. Voilà, même si je pense que tout le monde connaît bien l'hospitalière, parce qu'effectivement, voilà, la crise sanitaire qu'on a connue, je pense qu'on a compris collectivement à quel point les services de santé pouvaient être indispensables et utiles. On voit bien que la fonction publique hospitalière, donc elle regroupe tous les établissements de santé, donc l'hospitalisation, l'hébergement des personnes âgées, les établissements publics qui ont des services d'aide à l'enfance, du handicap, des mineurs en difficulté, des centres de réadaptation ou de réinsertion sociale, ce genre de choses. Mais il faut savoir que la petite subtilité, c'est que elle regroupe tous les personnels non médicaux, c'est-à-dire que les médecins, les pharmaciens, enfin voilà, les personnels de santé médicaux ne sont pas fonctionnaires. Voilà. Donc, ce qui explique pourquoi il n'y a pas forcément toutes les professions de la santé regroupées dans la fonction publique, parce qu'effectivement, le service public de la santé est plus large que la fonction publique, puisqu'elle fait appel à des personnels, soit libéraux, soit contractuels de droit privé. Enfin, voilà, la santé, c'est très divers. La fonction publique, elle a un certain nombre d'atouts, hein, quand même en termes d'attractivité. Elle est à la recherche de nouveaux talents et elle essaye de s'ouvrir à l'extérieur. Donc, elle propose quand même une diversité de parcours et de carrières, parce que les possibilités de mobilité sont quand même assez importantes, hein. Voilà un petit exemple: quand vous rentrez dans un corps de l'administration un petit peu généraliste, hein, comme attaché d'administration de l'État ou attaché territorial, forcément, vous n'avez pas forcément un employeur derrière unique. Vous allez avoir une diversité de parcours, parce que vous pouvez changer de ministère ou changer de collectivité en cours de parcours, voire même passer d'un ministère à une collectivité, hein. Il y a tout un tas de dispositifs statutaires qui permettent, une fois fonctionnaire, d'être mis à disposition d'un autre employeur, d'être affecté dans un autre service, qui permet parfois d'être détaché. Donc, la notion de détachement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'avoir une double carrière dans deux corps différents. Par exemple, être à la fois ingénieur territorial et en même temps ingénieur des systèmes d'information et de communication dans la fonction publique. Voilà, donc par exemple, on a surtout dans le numérique, hein, où en général les fonctionnaires ne raisonnent pas en termes de poste, mais plutôt de projet. Un ingénieur territorial qui a fait un projet informatique dans une commune, demain, il peut aller faire un projet dans un ministère et puis il va être détaché dans le corps des ISIC, donc les ingénieurs SIC, par exemple, qui sont justement des postes de chef de projet informatique, par exemple. Voilà, c'est un petit peu un petit exemple. Donc, on arrive à une certaine diversité de métiers aussi dans la fonction publique, hein, parce qu'on fait quand même énormément de choses, hein, que ce soit des politiques de santé, d'offres culturelles, d'éducation, la gestion des finances, la sécurité. Voilà, on a vraiment une diversité des métiers. On a un répertoire des métiers de la fonction publique qui est assez fourni, hein. Il y a plus de 1000 métiers dans la fonction publique. Ça dépend comment ils sont décrits chez les employeurs, mais globalement, voilà, il y a, on va dire, 1000 grands métiers qui ont été identifiés, ce qui permet de montrer vraiment la diversité. Ça va du chef d'une structure de communication, donc du marketing digital, à l'infirmière, le policier, voilà, différents métiers, donc très variés, mais ce qui les caractérise tous, c'est le service de l'intérêt général, l'impact auprès des usagers, auprès
auprès du public le sens des missions. Ça, c'est très important parce que jusqu'à présent, bon, c'était effectivement un critère d'attractivité et la fonction publique a voulu, à travers la création d'une marque qui s'appelle Choisir le service public, elle a voulu incarner cette distinction par rapport au secteur privé, même si évidemment certaines entreprises peuvent contribuer à l'intérêt général ou à avoir du sens et de l'impact. Là, c'est vraiment le cœur de l'aspiration des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une logique, le secteur public, une logique quand même non mercantile, donc pas forcément la recherche première du profit, mais vraiment la recherche de l'intérêt général, du sens du service à l'usager ou au grand public et avoir de l'impact vraiment sur l'organisation de la société. Et c'est ça que décide aujourd'hui la marque Choisir le service public. Et bien sûr, je l'évoquais à travers l'exemple de nombreux employeurs, la diversité des organisations publiques, parce qu'effectivement, on a dans la fonction publique quand même des cultures qui peuvent être très différentes. Un grand ministère à Paris aura des modes de fonctionnement, des codes managériaux, une organisation du travail qui n'est pas forcément la même que dans une petite collectivité rurale qui a 30 ou 40 agents. Enfin, voilà, donc on peut rencontrer vraiment des situations très diverses avec des logiques de parcours et des logiques internes très, très différentes. Alors, je le disais, beaucoup de métiers, voilà, donc là, un petit panel de différents métiers. Donc, on voit qu'on peut, dans la fonction publique, être juriste, psychologue, informaticien, chargé de marketing digital. Enfin, vraiment, il y a énormément de métiers possibles avec différentes passerelles au cours des carrières. Donc, on peut en changer. Alors, pas toujours, il y a des métiers qui sont vraiment des fois des vocations où on en change peu, d'autres où on change beaucoup. Donc, il y a vraiment des logiques de parcours très différentes avec des opportunités de mobilité, de promotion interne. On peut, au cours d'une carrière, changer de corps. Il y a des agents qui vont rentrer, par exemple, dans un corps de catégorie B, où c'est plus des fonctions de secrétariat, d'exécution, voilà, des fonctions niveau bac, par exemple. Et puis, au-dessus, on va avoir avec des concours internes, la possibilité de passer dans un corps de niveau supérieur, par exemple. Nicolas, Oui, excuse-moi, une question dans le chat. Une personne nous ouais. dit qu'elle a des connaissances en numérique et souhaiterait intégrer France Service en milieu rural. Et elle se demande qui elle doit contacter pour cela. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que les maisons France Service, en fait, elles ne sont pas à proprement parler des employeurs. En fait, les maisons France Service, ce sont des regroupements d'offres de services mutualisés. C'est-à-dire que dans les maisons de France Service, on va trouver des agents venant de différentes administrations. Donc, c'est encore quelque chose d'assez récent. Donc, effectivement, on a parfois des offres d'emploi au sein de structures France Service, mais ce n'est pas un employeur unique. Donc, c'est-à-dire il n'y a pas un point d'entrée unique. C'est-à-dire que, par exemple, si vous allez sur le site Choisir le service public et que vous trouvez une offre d'emploi pour France Service, sur chaque offre d'emploi, il se peut que vous voyez des points de contact différents. Donc, c'est vraiment au cas par cas sur les offres sur lesquelles on postule. Effectivement, c'est un cas de figure un peu nouveau, voilà, que je connais un petit peu parce qu'on vient d'organiser le 12 mars dernier donc le salon annuel de l'emploi public national, qui est le salon de la marque CSP. Et effectivement, on avait un stand France Service qu'on a eu du mal à monter parce que justement, il a fallu regrouper des employeurs de plusieurs ministères, plusieurs organismes ont voulu être dessus parce que comme c'était des groupements, on a fait un patchwork d'offres d'emploi, mais on avait plusieurs employeurs à l'intérieur. Donc France Service, c'est pas quelque chose dans lequel on rentre comme ça en tant que tel, voilà, il y a des employeurs qui participent à France Service et donc on peut aller sur une offre d'emploi chez eux, mais qui souvent va être attachée à un employeur ou à un autre.
Donc, il y a pas de point d'entrée unique pour France Service, parce que ça va vraiment dépendre de ce qu'on va y faire à l'intérieur. Hein, vous pouvez être un agent des finances publiques, par exemple, euh, puisque là, dans le cadre de la dernière réforme justement du réseau de proximité de la Direction générale des finances publiques, ils ont un certain nombre d'agents qui partent dans les maisons France Service. Vous allez aussi avoir des agents de préfecture, puisque le ministère de l'Intérieur aussi a mis un contingent de personnes pour mutualiser justement le service qui est proposé. Donc, vous voyez, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de point d'entrée unique. Merci. Je vais parler également un petit peu des dispositifs de mobilité et d'accompagnement, parce que ça aussi, c'est souvent un petit plus dans l'administration, parce que voilà, l'administration, elle a quand même développé une offre de service en matière d'accompagnement à la mobilité, avec des conseillers mobilité carrière, des dispositifs de formation à l'interne qui sont plutôt bien étoffés, que justement certains employeurs de taille plus réduite n'ont pas forcément, la possibilité d'avoir. Donc c'est vrai qu'on a un catalogue de formation, d'accompagnement, de validation des acquis qui sont quand même euh, assez évolutifs et assez attractifs. Le dernier en date, c'est la période d'immersion professionnelle. Maintenant, on propose aux agents publics d'aller passer 3, 4, 5 jours chez un autre employeur public. Et bientôt, vous verrez le dispositif, puisqu'il va être sur Choisir Service Public. Justement, il va y avoir une nouvelle offre de services numériques pour identifier les ouvertures de période d'immersion professionnelle. Donc, voilà, il y a plusieurs exemples comme ça de dispositifs intéressants dans la fonction publique. Alors, je crois que j'ai vu passer une question vite fait, mais je n'ai pas eu le temps de la lire. Il y a une question, en fait, Oui. une personne qui indique être chef d'entreprise salarié et qui demande s'il est possible de conserver son entreprise et de travailler dans le service public. Alors, ça c'est une question assez difficile. Souvent, on ne peut pas y répondre de manière générale. Il y a vraiment au cas par cas. Oui, il y a des cas où on peut avoir des cumuls d'activités. Alors évidemment, pourquoi on ne peut pas répondre au cas par cas? Parce que souvent, il faut aller regarder le cas précis, de voir s'il y a des incompatibilités ou pas entre les activités. Il y a des règles de déontologie un petit peu particulières. Il y a des activités qui sont autorisées, d'autres activités qui sont interdites, soit parce qu'il y a des conflits d'intérêts, ou il y a l'atteinte à l'image de l'administration. Enfin, il y a plusieurs catégories de cas de figure. Il y a des activités qui sont tout à fait possibles, hein, notamment, par exemple, en matière d'enseignement, on en voit beaucoup. Il y a des fonctionnaires qui sont à la fois qui font de l'enseignement dans le public, et puis qui ont des activités pédagogiques privées, lucratives, mais pareil, dans un certain montant. Et là aussi, il y a parfois des logiques de plafond, voilà. Donc il y a des dispositifs d'hybridation entre les deux. Enfin voilà, le public et le privé sont pas totalement isolés l'un de l'autre. Il y a des possibilités effectivement de passerelle entre les deux. Alors bon, c'est plus voilà, il y a des dispositifs qui permettent, quand on est fonctionnaire, de suspendre temporairement ses fonctions pour aller créer une entreprise, tout en conservant le statut de fonctionnaire. Voilà, donc il y a vraiment, mais c'est vraiment du cas par cas, et ça, voilà, faut vraiment aller, il faut demander conseil, mais avec un projet bien défini pour que l'administration puisse évaluer les règles de déontologie, les incompatibilités, pour faire quoi, combien de temps, selon quel revenu. Donc voilà, ça peut être simple quand c'est des activités qui sont bien compatibles, qu'il n'y a pas trop de problème. Après, quand c'est des choses un peu plus complexes, bah, c'est difficile. Et sur le nombre d'heures à ne pas dépasser sur le cumul d'activités, est-ce qu'il y a des choses là-dessus? J'avoue que je ne sais pas. Ça, c'est très technique. J'avoue que je ne suis pas du tout spécialisé là-dedans, parce qu'il peut y Peut-être avoir, se rapprocher de son service RH. Mmh. oui, voilà, il vaut mieux demander à la RH d'abord, parce que c'est pas toujours en heures. Parfois c'est en heures, parfois c'est en revenu. Ça dépend du type d'activité, parce qu'effectivement, bon, je crois qu'il y a un plafond, hein, en nombre d'heures, mais il y a aussi des plafonds en revenus. Alors donc c'est pas toujours pareil, parce que parfois pour un même nombre d'heures, on va pas générer le même revenu, ça va pas avoir le même impact. Donc là, faut vraiment, c'est pareil. Je pense que c'est un peu au cas par cas qu'il va y avoir. Il y a peut-être quelques règles générales, mais je les connais pas en détail. Je sais Merci. pas s'il y a pas une, non.
Non, il n'y avait plus d'autres questions? Je vais, je vais passer aux modalités d'accès du coup. Oui. Donc voilà, présenter un petit peu les différents dispositifs. Donc, assez classiquement, hein, il y a deux grandes voies d'entrée dans la fonction publique, hein, c'est soit le concours, soit le contrat. Puisque le concours, c'est pour le coup la spécialité de la fonction publique, donc le concours d'entrée qui donne le statut de fonctionnaire, ou alors le recrutement par contrat, donc qui donne le statut de contractuel. Oups, je suis allé un petit peu vite, je reviens en arrière. Juste pour préciser une petite subtilité, alors on dit, parce que voilà, c'est peut-être peut d'ailleurs que je corrige ma diapo, le concours d'entrée ne donne pas forcément le statut de fonctionnaire tout de suite. En fait, il y a vraiment deux logiques qui sont très différentes dans la fonction publique. C'est que vous avez la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière, où effectivement, vous avez un concours d'entrée. Généralement, vous allez dans une école où vous êtes stagiaire pendant ça dépend du concours, hein, et puis du niveau d'études. Il y a parfois des stages, on peut être stagiaire pendant 6 mois ou pendant 1 an. Et effectivement, à la fin, si tout va bien, vous avez le statut de fonctionnaire. Effectivement, ça, c'est des concours qui donnent le statut de fonctionnaire. Dans la territoriale, c'est un petit peu différent. Le concours d'entrée ne vous donne pas le statut de fonctionnaire. C'est-à-dire que le concours d'entrée vous inscrit sur une liste d'aptitudes à devenir fonctionnaire dans le corps qui est visé. Par exemple, vous passez le concours d'attaché territorial, vous êtes bénéficiaire du concours, vous devez trouver votre premier employeur. C'est-à-dire que vous êtes inscrit sur une liste d'aptitudes qui a une durée de validité de 2 ou 3 ans, je crois. Enfin, ça a peut-être bougé, je crois, au cours du temps, mais vous êtes inscrit dans un pool de personnes bénéficiaires du concours. Mais après, c'est à vous d'aller trouver la collectivité qui va vous embaucher et entrer dans le statut des attachés territoriaux. Donc on voit que voilà, il y a parfois quelques subtilités. Le concours, c'est pas toujours quelque chose de direct. J'ai le concours, je travaille le lendemain. C'est pas aussi simple que ça parfois. Il y a également un certain nombre de dispositifs autres qui gravitent en fait autour de ces deux grandes voies d'accès, qui sont ciblés sur certaines catégories de personnes. Des personnes alors qui peuvent être en reconversion professionnelle, donc avec ce qu'on appelle des fois le troisième concours. On va avoir des dispositifs pour les jeunes, comme les prépa talents. On va avoir des dispositifs pour les personnes en situation de handicap ou pour les personnes, par exemple, qui sont non diplômées, qui sont en difficulté avec le pacte. On va avoir différents dispositifs. Les dispositifs en vogue en ce moment, parce qu'il y a aussi des périodes dans le temps où certains dispositifs ont été massivement adoptés, puis après un peu mis en désuétude. Donc typiquement en ce moment, ce qui marche beaucoup, c'est les prépa talents. Donc c'est un accompagnement à la préparation de concours dans des instituts ou dans des écoles avec une bourse d'études. L'apprentissage également a beaucoup progressé ces dernières années. C'était quelque chose, typiquement moi à mon époque, quand je suis rentré dans la fonction publique, l'apprentissage, c'était juste voilà, l'apprentissage pour la plupart des gens, c'était un garage automobile ou faire de la cuisine ou faire, voilà, c'était plutôt des métiers de bas niveau. Et là, avec le temps, l'apprentissage s'est énormément élargi et la fonction publique, maintenant, elle a beaucoup d'apprentis, même dans des postes de catégorie A, comme les projets informatiques, comme le marketing digital, comme vraiment des choses, même dans des bureaux juridiques. Donc voilà, l'apprentissage, maintenant, on commence à en avoir vraiment dans des domaines très variés. Donc ça, c'est très en vogue. On a bien sûr toutes sortes de dispositifs d'accompagnement des personnes en situation de handicap avec des postes préfléchés pour des recrutements par contrat, des contrats qui généralement durent 1 an, qui couvrent l'équivalent d'une période de stage pour les fonctionnaires, et après, au bout d'1 an, ça donne droit à une titularisation. Donc, ça permet de faire entrer dans des corps de la fonction publique des personnes en situation de handicap, sachant qu'ils peuvent aussi passer le concours. Hein. Bien sûr, le concours est ouvert aux personnes en situation de handicap, en tenant compte de leur handicap. Hein. Bien sûr, certains peuvent avoir, par exemple, un secrétariat ou une machine à écrire. Ils peuvent avoir un tiers-temps, c'est-à-dire une durée d'épreuve plus longue qu'un candidat normal. Enfin voilà, il y a aussi donc il y a les dispositifs adaptés pour le handicap, pour les concours. Et à côté de ça, il y a des dispositifs qui permettent de titulariser
dans la fonction publique, voilà, via un contrat. Donc, et puis également le pacte. Donc ça, c'est essentiellement en catégorie C, c'est pour les gens non diplômés qui peuvent entrer sur dossier. Donc pareil, chaque année, chaque administration a un contingent de postes réservés au pacte, donc voilà, qui sont pas mis au concours avec les autres, mais qui sont mis dans un dispositif à part pour favoriser l'insertion de personnes qui sont non diplômées. Donc voilà, il y a dans le support hein, que je diffuserai si quelqu'un veut l'avoir, il y a effectivement, j'ai détaillé tous les dispositifs sur lesquels on a des possibilités. Oui. Nicolas, alors il y a plusieurs questions. Il y a une personne qui demande, y a-t-il des dispositifs particuliers pour les seniors? Alors oui, on nous la pose souvent cette question. Eh bien malheureusement non. Dans la fonction publique, c'est vrai que pour les seniors, il n'y a pas de dispositif un peu comme on peut le voir dans le secteur privé. C'est vrai que la question des seniors, elle est un petit peu. Alors, il y a quand même, bon, il y a des concours qui sont, en général, le troisième concours, la moyenne d'âge est plus élevée, donc on peut peut-être assimiler ça à un dispositif senior. Il y a des. Voilà, maintenant, il y a dans les concours sur titre, il y a aussi des fois voilà, des choses qui sont peut-être plus adaptées aux seniors, mais c'est vrai que non, c'est vrai que la fonction publique, elle n'a pas encore cette logique voilà, parce qu'elle n'a pas non plus les mêmes, elle n'a pas rencontré les mêmes problématiques que le secteur privé, parce que les fonctionnaires, souvent, ils font carrière jusqu'au bout, donc ils sont pas forcément au chômage à 55 ans ou à 60 ans comme dans le privé, où parfois, voilà, il y a pas les mêmes difficultés, puisque quand on est fonctionnaire, on a quand même une certaine garantie d'emploi qui fait que voilà, le public n'a pas rencontré les mêmes difficultés et donc n'a peut-être pas mis les mêmes dispositifs en place pour les seniors que dans le privé. Très bien, merci. Une autre personne demande si dans la fonction publique territoriale, lorsqu'on passe un concours, est-ce qu'il y a ensuite la nécessité d'aller dans un institut public du type IRA, ou est-ce qu'on peut aller directement sur un poste? Alors, ça va en fait dépendre des concours. C'est-à-dire que les instituts publics, en général, ils sont adossés à un concours. Donc, ça veut dire qu'on rentre dans un institut public par concours. Typiquement, quand on passe le concours des IRA, donc pour être attaché d'administration, effectivement, on doit choisir un des 5 IRA en France. Donc, Metz, Lyon, je ne sais plus, il y a Ajaccio, je crois, il y a Nantes et Lille, je crois, les 5 de mémoire. Après, il y en a d'autres. Il y a l'École nationale des finances publiques, par exemple. Il y a l'École nationale du greffe. Voilà. Donc, il y a en fait des instituts publics de formation qui sont adossés à un concours. Donc, quand on passe le concours pour rentrer dans un corps spécifique ou généraliste, on va faire cette formation. Après, il y a quelques concours, effectivement, qui donnent accès directement à un emploi, notamment en catégorie C, où effectivement, où il y a peut-être une petite formation de quelques semaines pour certains, mais voilà. Mais c'est vrai que des concours où il n'y a pas d'école, de mémoire, il y en a de moins en moins. Je sais qu'à une époque, il y en avait, mais il y en a de moins en moins. Donc après, c'est indiqué hein, normalement, quand on s'inscrit à un concours, normalement, il y a souvent des fiches explicatives qui disent dans quelle école on va. Et de mémoire, il y a de moins en moins de concours où il n'y a pas d'école. D'accord, merci. Alors, il y a une question un peu spécifique sur une personne qui souhaiterait entrer dans la fonction publique, dans le domaine des achats, pardon, et qui a une expérience de 15 ans dans le secteur privé, dans ce domaine-là, et qui note que dans les offres qu'il a pu étudier, il y a une demande de maîtrise des règles de marché public. Est-ce qu'il y a une formation pour acquérir ces compétences ouvertes aux non-fonctionnaires, ou comment fait-on pour acquérir ce type de compétences? Vers qui se tourner? Alors, les marchés publics, oui. Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, alors, souvent, la compétence marché public, on l'acquiert, et je fais un peu le lien avec la question précédente, on l'acquiert souvent lors d'une formation généraliste qu'on a passée suite au concours. C'est-à-dire que dans les instituts publics qu'on évoquait, donc typiquement, alors
Moi, je suis passé par l'École nationale des finances publiques quand j'ai eu mon concours, hein, il y a 15 ans. Effectivement, on a eu une formation à la gestion des marchés publics, comment monter un marché, comment faire un achat public. Effectivement, on apprend les règles de la commande publique à ce moment-là. Donc, ça peut être à l'ENFIP, ça peut être dans les IRA. Je connais quelques collègues qui sont passés par les IRA et qui ont eu des cours relatifs au marché public dans les IRA. Donc, la formation, souvent, elle est donnée en début de carrière. Après, bon, le fonctionnaire qui se spécialise dans le domaine achat, effectivement, il y a des offres de services, notamment, alors, c'est beaucoup du GPDE, donc c'est beaucoup le ministère des Finances qui donne ces formations. Donc, il y a l'Institut de gestion publique et du développement économique qui forme effectivement les fonctionnaires à un certain nombre de matières, et la commande publique, évidemment, en fait partie. Donc, ça permet d'apprendre les marchés publics. Après, c'est vrai que quand on est à l'extérieur, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a moins d'offres de formation. Donc voilà. Alors après, c'est vrai que les candidats, alors il y a un certain nombre de candidats contractuels qui sont assez recherchés dans le domaine achat, mais qui connaissent déjà l'achat public, parce qu'ils en ont fait en tant que contractuel de droit privé. Hein, comme vous travaillez par exemple dans une boîte de conseil, dans un cabinet de conseil ou dans un cabinet qui propose des services à l'administration, souvent vous avez répondu à des appels d'offres, donc vous connaissez déjà bien les règles de la commande publique. Donc c'est plutôt ces gens-là qui vont être recrutés. Après, il doit y avoir des formations dans le privé. Moi, je ne les connais pas. J'avoue que ce n'est pas forcément ma spécialité. Moi, j'ai été plutôt formé à l'interne parce qu'en tant que chef de projet informatique, forcément, j'ai eu des formations sur les marchés publics. Mais voilà, c'est un petit peu différent. Très bien, merci. Une autre personne nous demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de délégation dans les différents départements pour les concours? Qu'est-ce qu'on entend par délégation? Parce que j'avoue que c'est un peu… je Eh ne ben, vois je ne pas sais trop pas. oui, parce que en Après, fait, chaque… la précision, c'est pour nous en milieu rural, cela apporte un frein, mais il me semble. Bon, peut-être en attendant que ouais, oui, parce que la question soit précisée. chaque administration est assez libre, hein, Voilà. d'organiser. Alors évidemment, il y a des règles générales propres à tous les concours, mais après, c'est vrai que chaque administration organise un petit peu ses concours. On nous le reproche d'ailleurs assez souvent, hein, il n'y a pas de site internet qui regroupe tous les concours de la fonction publique. Hein. Quand vous allez sur… alors nous, on a créé un point d'entrée sur Choisir service public où vous avez 3 liens pour avoir les infos sur les 3 types de concours, donc État, territorial, hospitalière. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en fait, voilà, il n'y a pas d'organisme unique qui gère l'ensemble des concours. Voilà, c'est vraiment chaque employeur ou chaque organisme qui gère un peu ses concours. Voilà. C'est pas harmonisé, c'est pas mutualisé. Très bien, merci, c'est très clair. Si on devient contractuel sur un poste, est-ce qu'ensuite on peut passer des concours en interne? Oui, au bout de 4 ans, je crois, dans la plupart des corps, c'est 4 ans, me semble-t-il. Donc oui, il y a un concours, effectivement. Alors, il y a voilà, parce qu'une fois qu'on a des conditions d'ancienneté, quand on est contractuel de droit public, hein, j'entends, parce que parfois on a des surprises, mais quand on est contractuel de droit public, effectivement, on acquiert de l'ancienneté de service qui rend éligible au concours interne. D'accord, merci. Après, ça ne veut pas dire que c'est intéressant. Hein. Il y a des contractuels qui n'ont pas forcément intérêt à se faire titulariser parce qu'en termes de conditions de rémunération, déduction faite des cotisations sociales, tous les corps ne sont pas forcément pertinents pour tous les contractuels. C'est-à-dire que parfois, la carrière de contractuel peut être plus intéressante que celle du fonctionnaire. Parfois, c'est l'inverse. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Il faut bien se renseigner, bien faire sa projection de carrière budgétaire et financière avant de se lancer dans cette opération, parce que pour certains cas de figure, ce n'est pas conseillé de devenir fonctionnaire parce que on ne s'y retrouve pas à la fin en équivalent gain sur toute une vie ou retraite. Le gain n'est pas toujours évident. Oui, et mais vous avez commencé à y répondre très largement. Donc, la question suivante, c'est pour un contractuel, quel est l'intérêt de passer un concours? Et ben voilà, c'est au cas par cas. Donc, c'est-à-dire, il y a des corps où c'est plus avantageux.
de devenir fonctionnaire en termes de rémunération, de cotisation retraite. Voilà, il y a des corps où il y aura un gain, c'est-à-dire que la personne qui est contractuelle, elle va avoir un gain. Et il y a des cas où c'est l'inverse, c'est-à-dire que le contractuel va perdre. Et il y a, on va dire, une règle qui est assez fréquente, c'est que la problématique du reclassement du contractuel, c'est qu'elle se fait en pied de corps. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de la RH le pied de corps, c'est-à-dire dans le premier grade du corps. Et parfois, la personne, elle est obligée de repasser un concours, type le principalat, un concours interne, par exemple, pour retrouver le niveau de rémunération qu'elle avait quand elle était, par exemple, sur un poste équivalent attaché. Si la personne elle a un contrat où elle gagne plus qu'un attaché principal et qu'elle rentre dans le concours interne et qu'elle se retrouve attachée, même si elle est reclassée à un échelon correct, elle perd quand même parce que forcément, elle n'est pas arrivée au niveau attaché principal. Donc voilà, il faut vraiment demander à la RH des simulations, une fiche financière, une projection de carrière pour voir si c'est intéressant ou pas. Très bien. Donc elle précise, hein, donc pour elle, après être contractuelle, ça donne de l'expérience et pour elle, passer un concours lui permettrait d'avoir, enfin un CDI et une situation stable. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites. Oui, alors La attention question quand même, on peut quand même passer en CDI sans concours, hein. Quand on est contractuel au bout de 6 ans, l'administration doit proposer un CDI. Donc là, il n'y a pas de concours, hein, pour être CDIsé. Voilà, une personne qui est contractuelle, elle fait généralement 3 fois 2 ans ou 2 fois 3 ans. Et au bout de 6 ans, il y a une obligation légale de passer en CDI. Très bien, merci. Quel est l'impact sur la pension retraite quand on passe de salarié privé vers la fonction publique? Est-ce qu'on a une visibilité là-dessus, après 30 ans dans le Non, privé? impossible de répondre dans un Non, cas si ce n'est pas le général. cas. Chaque cas est particulier. Donc là, en général, il y a une saisine de la caisse de retraite. C'est-à-dire que les services RH font une simulation. Là, il faut vraiment avoir une fiche financière détaillée, année par année, parce qu'il y a des années où on ne cotise pas pareil. Alors, ça dépend, parce qu'il y a plein de régimes différents. C'est très, très compliqué. Et là, c'est vraiment une analyse de dossier qui va permettre de répondre sur l'impact. Il y a tellement de cas de figure différents que c'est impossible de donner règle générale. OK, très bien. Heu, voilà, heu, voilà pour les questions. Il y a des remarques, mais pas de questions à ce stade. Je vais passer au statut des fonctionnaires, donc peut-être la distinction avec le privé voilà, pour vraiment ceux qui connaissent pas trop la fonction publique. Donc à la différence du privé, on peut ne pas avoir de contrat. Voilà, dans l'administration, la règle, c'est qu'en général, on est dans un statut, donc c'est unilatéral, hein, c'est en général un décret qui fixe un statut pour un certain nombre d'agents qui sont dans un corps et qui sont classés dans un grade, donc ils n'ont pas de contrat de travail, ils ont un statut de fonctionnaire et qui leur donne un certain nombre voilà, d'accès à certains types de postes quand ils ont eu un concours. Donc les concours sont classés en 3 catégories, donc A, B, C, avec des niveaux de recrutement et des concours différents en fonction du niveau d'études. Donc là, c'est assez logique. Catégorie C, la plus petite, CAP, BEP, pas de diplôme. Donc ça, c'est des missions d'exécution, c'est des concours en général voilà, où on arrive dans un corps voilà, du premier niveau. Après, la catégorie B, c'est le niveau bac, où là, on va entrer dans des postes dits intermédiaires, secrétariat, postes d'application, rédaction, greffier, voilà, des choses comme ça. Et puis ensuite, bac plus 3 jusqu'à doctorat, on va avoir les postes de haut niveau, c'est-à-dire la catégorie A, c'est des postes d'encadrement, souvent du management ou de l'expertise de haut niveau, avec différents types de parcours. 3 types de concours, évidemment, hein, externe, interne et 3e concours. Donc le concours externe, c'est souvent pour les étudiants ou pour les personnes qui sont vraiment du privé, donc c'est ouvert à tout le monde. Voilà, il y a quelques petites conditions, mais globalement, c'est ouvert, c'est très ouvert. Le concours interne, c'est plutôt des concours dits de promotion.
Donc, c'est des gens qui vont être déjà dans l'administration, qui vont être, enfin, qui sont soit contractuels, soit fonctionnaires et qui veulent accéder à un corps ou à un grade de niveau supérieur. Donc, il y a vraiment les deux. Et après, le troisième concours, donc c'est ceux qui sont en cours de carrière. Donc, peut-être là qu'on va trouver peut-être quelques seniors, entre guillemets. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si je passe à la suite. Non, il y a toujours une question sur contractuel CDI. Une personne qui dit qu'au bout de 6 ans comme contractuel en CDI, un CDI devrait lui être proposé, mais qu'elle n'est pas prioritaire. Ce sont les titulaires qui sont prioritaires. Et donc, pouvons-nous retrouver un emploi ou est-ce qu'il faut recommencer depuis le début? Alors, bon, sur la priorité d'emploi des fonctionnaires. Alors oui, la jurisprudence effectivement, considère que, dans la rédaction actuelle du statut de la fonction publique qui dit que les fonctionnaires ont vocation à exercer un emploi dans l'administration, il y a eu une construction jurisprudentielle sur la priorité d'emploi du fonctionnaire et effectivement, elle trouve à s'appliquer dans le cadre des renouvellements de contrats, où effectivement, si un fonctionnaire a postulé et qu'il a toutes les compétences et qu'il convient, effectivement, l'administration doit donner priorité aux fonctionnaires. Elle ne peut pas CDIser l'agent. Après, c'est vrai qu'il y a des employeurs qui font une appréciation plus ou moins libérale de ces dispositions juridiques. Vous avez des employeurs pour des raisons d'intérêt du service, parce que la personne est là depuis 6 ans et qu'elle travaille bien et qu'elle donne satisfaction et que c'est plus intéressant de la garder que de reformer un nouvel agent, bah, ils vont dire non, mais les fonctionnaires qui ont candidaté ne convenaient pas tout à fait, ils n'avaient pas le profil, et puis ils vont garder l'agent contractuel. Donc, dans la pratique, c'est très variable. C'est vraiment l'employeur qui va prendre ses responsabilités et qui va décider. Voilà. Mmh. Alors, il nous reste quelques minutes. Nicolas, je vous laisse dérouler. Ouais, alors du coup, bon, je peut-être détaille pas forcément ce que c'est qu'un concours parce que les concours sont très différents les uns des autres. Il faut juste savoir que voilà, il y a des concours sur titre, il y a des concours sur épreuve qui peuvent être très différents en fonction de chaque métier. Bon, je ne rentre pas dans le détail parce que ça, voilà, vous aurez l'occasion de les consulter hein, sur les différents sites internet. Peut-être voilà, quelques conseils pour préparer un concours pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc pour les jeunes, évidemment, il y a les IPAG, les CEPAG hein, dans les universités ou dans les IEP. Voilà, il y a aussi des filières qui sont peut-être plus adaptées pour les concours. Donc ça, c'est plutôt pour les jeunes de dire voilà, il faut faire des choix judicieux, voilà, passer des concours pour lesquels on a bien travaillé les épreuves en amont. Voilà, ça c'est des petits conseils. Il y a aussi quelques organismes qui peuvent aider pour ceux qui sont dans le privé, comme le CNED ou le CNAM, qui sont des organismes. Là aussi, vous aurez tout hein, dans le support de présentation qui justement décrit les différents organismes de préparation qui peuvent aider. Il y a un petit focus sur les prépa talents également. Donc là aussi, c'est surtout pour les jeunes en filière universitaire. Enfin voilà, il y a vraiment des voies d'accès qui sont très diversifiées. Donc n'hésitez pas à aller sur les sites internet des concours, voir les conditions, comment ça s'organise et en fonction, essayer de regarder les organismes de formation qui peuvent bien correspondre. Et puis également faire le tour de tous les voilà, donc moi je vous invite pour bien préparer les concours, avoir une bonne connaissance de la fonction publique, parce que c'est ce qu'on demande en général dans les concours, c'est on vérifie que les candidats ils comprennent ce que c'est que l'administration. Même quand on postule sur un emploi de contractuel, souvent on va poser des questions sur l'environnement et la fonction publique. Donc là, il y a plusieurs sources, le portail de la fonction publique, le site Choisir le service public, où vous avez des rubriques métiers qui présentent des métiers de la fonction publique, il y a des rubriques de marque employeur qui présentent l'organisation des employeurs. Donc ça, c'est des mines d'informations très importantes pour vous familiariser avec le vocabulaire de la fonction publique, parce que le monde de la fonction publique, bah, il y a aussi des codes culturels, donc avoir le vocabulaire, comprendre les concepts de la fonction publique et de bien connaître l'environnement de travail
et tous ces dispositifs. Donc tout ça soit sur fonctionpublique.gouv.fr, soit sur choisirleservicepublic.gouv.fr, qui sont vraiment les deux sites d'information. Après, vous aurez des liens. Par exemple, nous, on renvoie pour les concours de la territoriale, on vous renverra sur le portail de la territoriale. Pour les concours de l'hospitalière, on vous renverra sur le site des ministères sociaux. Enfin voilà, nous, on a organisé le parcours utilisateur sur Choisir le service public pour qu'on trouve facilement l'information, trouver une offre d'apprentissage, de stage, un concours. Voilà, on a vraiment tout organisé pour que le parcours soit fluide. Voilà, donc je passe rapidement sur les dispositifs, mais vous les trouverez, hein, tout est sur les sites internet. Donc voilà, c'est vraiment la slide importante, c'est vous allez sur choisirleservicepublic.gouv.fr et là vous avez vraiment tout. Voilà, vous avez des accès, vous avez des renvois sur toutes les plateformes. Donc on a vraiment organisé le parcours pour essayer que ce soit le plus fluide possible pour que vous puissiez trouver l'information. Donc 70 000 offres en ce moment, pour ceux que ça intéresse. Voilà, on a 70 000 offres d'emploi actuellement proposées sur le site. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, que vous soyez fonctionnaire en recherche de mobilité ou agent contractuel ou même du secteur privé. Vous voyez, c'est vraiment très divers, hein, 70 000 offres, il y a énormément de choses à faire dans la fonction publique. Donc, c'est très intéressant. Donc, n'hésitez pas à venir sur Choisir le service public. Merci. Une dernière question, Nicolas, avant de conclure. On nous demande s'il y a sur CSP, s'il est possible d'être contacté par des recruteurs sans postuler à des offres si notre profil est complet et à jour. Oui, ça peut arriver, oui. Oui, c'est déjà arrivé. Tout à fait. D'accord. Il y a Très bien. Voilà. Alors, l'ultime question. Pas que sur CSP, hein, même sur LinkedIn ou sur d'autres. Maintenant, il y a des recruteurs qui commencent à devenir proactifs et qui vont chercher des candidats là où ils sont. Hein. Donc, oui, ça peut arriver. Super. Ultime question, et après on clôture. Y a-t-il un dispositif réglementaire pouvant traduire plusieurs années de catégorie C lorsque les missions assurées sont déjà à hauteur supérieure, permettant l'accès à la catégorie B? Ce sera vraiment la dernière question. Non, alors c'est pas réglementaire, mais en général, c'est vrai que ça compte, hein, quand vous passez une sélection pour le corps supérieur ou le grade supérieur. Effectivement, si vous avez été faisant fonction, parce que ça arrive, hein, dans l'administration, on est faisant fonction sur des fonctions supérieures, ça peut arriver, mais c'est pas quelque chose de réglementaire en soi. Le faisant fonction, c'est un peu, il y a toujours eu un peu de flou juridique là-dessus, donc voilà, c'est pas quelque chose de réglementaire. Mais c'est vrai que c'est souvent pris en compte dans les parcours de carrière quand on passe une sélection, qu'on présente son dossier. Voilà, c'est toujours un plus. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour cette présentation extrêmement claire et la réponse à toutes les questions. Je rappelle que le replay sera disponible et également le document de présentation. Tout sera disponible sur le salon Espace Conférence. Merci beaucoup. À bientôt.